Dans un de ses sketchs, Coluche faisait rire la France en déclarant « Le travail, c'est bien une maladie, la preuve, c'est qu'il existe une médecine du travail. » Et pourtant, c'est vrai, le travail peut rendre malade. Au cours des dernières décennies, le monde du travail a profondément changé. Suite à différentes évolutions, d'autres formes de souffrance liées au travail sont venues s'ajouter à la pénibilité physique. Pour connaître et pour comprendre l'origine de ces souffrances, nous devons nous pencher sur ce que nous appelons communément les risques psychosociaux au travail. Ces risques sont aujourd'hui reconnus comme étant présents dans les entreprises, au même titre que d'autres risques plus traditionnels. Les risques psychosociaux au travail sont liés la plupart du temps à des tensions qui sont mal régulées. En effet, les tensions existent depuis toujours dans les relations de travail. Il y a des tensions liées à la relation de travail en tant que telle, qu'elle se situe avec la hiérarchie ou entre collègues. Il y a des tensions qui sont liées aux exigences de travail, à la nature des tâches que l'on reçoit, ou à la façon dont est organisé le travail. Il y a des tensions liées parfois aux exigences des salariés eux-mêmes vis-à-vis de leur travail, ou encore des tensions qui sont liées à des changements que le salarié vit difficilement. On le voit bien, les risques psychosociaux peuvent être d'origine et de nature multiples. Ils ont cependant tous un seul et même point commun, c'est qu'ils peuvent mettre en danger l'intégrité physique et la santé mentale des salariés. Et ils ont un impact non négligeable sur le bon fonctionnement des entreprises. Voilà pourquoi ils doivent être régulés, afin de parvenir à un équilibre ou une forme de compromis. Une mauvaise régulation des tensions, respectivement une absence de prise en charge des risques psychosociaux, peut générer chez le salarié des troubles de plusieurs types différents. Du stress, évidemment, un épuisement professionnel, parfois des addictions à certaines substances, de la violence au travail ou parfois du harcèlement. Le cadre légal actuel est relativement peu développé et peu protecteur face à ces risques et à leurs conséquences. Par ailleurs, il existe encore très peu d'informations et d'outils pratiques qui permettent de mener une démarche préventive pour agir sur les risques psychosociaux. Or, ces problèmes de mal-être et de souffrance au travail connaissent chez nous une croissance importante, notamment dans le secteur financier. Et les impacts se font de plus en plus ressentir dans la société, dans les entreprises, dans les organisations et auprès des individus. Voilà pourquoi le LCGP-SDSF a voulu aujourd'hui, en organisant cette conférence, insister sur l'urgence de prendre en charge cette question et sur l'importance de développer un véritable dialogue social, que ce soit au niveau sectoriel ou au niveau des entreprises, pour reconnaître et pour affronter les risques psychosociaux. De la souffrance au travail à l'éthique, l'entreprise gagnante. Tel est donc le thème que nous avons choisi ce soir. Que révèle la souffrance au travail? Ne dit-elle pas quelque chose aussi de nos vies, de nos sociétés occidentales de plus en plus désorientées? Ça donne un petit peu le ton, parce que ce qui se vit au travail a des sources et des origines au travail, mais peut-être pas seulement au travail. Nous avons un avocat dans la salle, donc je passerai peu de temps sur les aspects réglementaires, au risque de ne pas dire de choses trop exactes. Nous regarderons ce que nous entendons par les termes souffrance au travail et risques psychosociaux. Il s'agit quand même de préciser ces termes génériques. En repérer les effets pour les salariés, l'entreprise et la collectivité. Comment agir pour prévenir ces risques-là au travail, mais comprendre aussi cette souffrance d'un point de vue plus global. Et puis, de la souffrance au travail à l'éthique, est-ce que par hasard, nous ne serions pas tous concernés? Comment redonner du sens et réinvestir la valeur travail? Comment réconcilier l'économique et l'humain? Et quand je dis pour une entreprise gagnante, je parle bien sûr pour tous les acteurs qui constituent l'entreprise. Le stress. Alors on peut avoir la définition de l'accord européen, puis on peut avoir des définitions médicales. Moi je ne parlerai pas de bon stress ici, parce que dans les RPS, il n'y a pas de bon stress. Il y a des tensions, il y a des pressions au travail, répétées, fortes, sur des durées qui durent trop longtemps justement. Il faut s'adapter,
encore s'adapter, et à un moment donné, on fatigue, il y a une usure. Parce qu'on est de plus en plus sollicité sur des capacités d'adaptation, et il y a de moins en moins de temps de récupération ou de régénération. On peut aussi y rajouter des modes de vie qui sont peut-être stressants. Si on a une vie personnelle bien remplie, on peut aussi manquer de temps pour se reposer ou pour se ressourcer. Il y a aussi la porosité maintenant de la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Épuisement professionnel, burn-out, là c'est la limite extrême vers le haut du stress. Ça veut dire qu'on a dépassé le 10 sur l'échelle et que là l'organisme lâche. Alors il y a différentes possibilités pour lâcher, un infarctus, un AVC, un trouble psychiatrique sérieux. On décède d'un burn-out. Et quand on a la chance de ne pas en décéder, on va mettre du temps pour s'en remettre. Il y a un avant et il y a un après. L'usure professionnelle, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Alors ça peut être dû à une pénibilité physique forte, certains métiers font partie de cela, ou une pénibilité mentale, psychique, émotionnelle forte. Par exemple, je pense à la santé, aux soignants. À un moment donné, la souffrance des autres, au bout de 10, 15, 20 ans, ça use. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, là ce sont des agissements répétés qui ont pour effet ou pour objet de nuire à quelqu'un. Pour objet c'est intentionnel, pour effet c'est non intentionnel. Mais il faut des agissements répétés qui touchent aussi bien au travail, par exemple surchargé ou ne plus donner suffisamment de travail, isolé ou surveillé sans cesse. On est dans des extrêmes la plupart du temps au niveau du harcèlement moral. Et le harcèlement sexuel, c'est un harcèlement moral avec un objectif qui est obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. Alors, le sujet du harcèlement moral est extrêmement délicat et il mériterait qu'on s'y attache longuement. Il faut savoir qu'on parle en entreprise de allégation de harcèlement moral, parce que seul le juge peut dire s'il y a harcèlement ou pas, et qu'il faut être très prudent sur le sujet. Je vais essayer de remonter un peu le micro. Violence verbale, violence physique, là je crois que ça se passe de beaucoup d'explications, agressivité verbale et puis passage à l'acte. Je peux dire que c'est en augmentation dans les milieux professionnels. Quand on est sous stress, il est difficile de parler de façon posée et courtoise. Donc les tensions que l'on porte en soi vont sortir aussi par la parole. Donc attention à l'agressivité verbale. Souffrance au travail, c'est aussi un terme générique dans lequel on va trouver donc soit des formes de stress importantes, soit des violences, soit du harcèlement. En tout cas, quand quelqu'un dit « je souffre au travail », ça veut dire que la situation existe déjà depuis longtemps et que la santé de la personne s'est dégradée et qu'elle pense qu'il n'y a quasiment plus d'issue possible de façon favorable ou constructive. Et puis le risque majeur, c'est le suicide. Tentative de suicide ou, hélas, suicide. Aujourd'hui, très peu de statistiques sur ce sujet-là. Ça veut dire les suicides directement en lien avec le travail. Je pense que les statistiques vont se construire. Bien sûr que dans un suicide, il y aura toujours une composante personnelle et que c'est difficile de faire la part du personnel et du professionnel. Mais si déjà on faisait une statistique pour les services de santé au travail, c'est possible, le nombre de professionnels, de salariés qui se suicident, on aurait déjà
je dirais, une statistique. Après, bien sûr, il faut toujours analyser et nuancer. Il faut absolument anticiper et accompagner les changements. Il y en a de plus en plus. Les personnes sont usées à force de s'adapter aux changements. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, construire un dispositif interne de prévention et de gestion des risques psychosociaux. Ça, bien sûr, c'est plus facile pour les grandes entreprises. Mais pour les moins grandes, il y a aussi moyen de mettre en place des démarches. Le management. Je ne mets pas tout sur leurs épaules, mais il est vrai qu'en termes d'intermédiaires, à ces places-là, ils n'ont pas toujours la tâche facile. Et puis, quand on a des responsabilités de management ou de direction d'entreprise, on est soumis à une pression extrêmement forte, à un stress extrêmement fort, et la plupart du temps, à ces postes-là, on n'a pas le droit de se plaindre. Donc il faut quand même savoir que ces gens-là sont souvent en piteux état. Dans le cabinet du médecin, ça se dit. En dehors, très peu. Il est important que ces managers soient sensibilisés à la prévention des risques psychosociaux. Et j'ose dire, formés à la médiation, pas uniquement dans la prévention et la gestion des conflits, mais dans la dimension de conciliation qu'elle porte, la capacité à concilier des contraires ou des oppositions. Ça veut dire que là, il faut changer de paradigme et la médiation le propose. Elle ne se limite pas au conflit. C'est un processus qui permet de mieux comprendre et appréhender la complexité. Développer les pratiques managériales préventives, délégation, soutien, confiance, reconnaissance. Savoir réguler en temps voulu les situations de travail difficiles. Laisser des situations conflictuelles se dégrader, c'est le lit de la souffrance au travail. Et bien sûr que l'ensemble des salariés est aussi invité à être sensibilisés à la prévention des RPS, parce que devant un tel fléau, il faut vraiment unir les forces. Il faut réapprendre ensemble à communiquer, qui veut dire mettre en commun, entretenir des relations professionnelles respectueuses et constructives. Être acteur de sa santé au travail, et je crois qu'il y a des plaquettes qui ont été mises à disposition qui donnent quelques éléments sur le sujet. Et très important, ne pas rester seul en situation professionnelle avérée relevant des risques psychosociaux. Bien sûr, si je suis un petit peu mal au travail et que j'ai un différend, je vais essayer de le résoudre, de trouver de l'aide, mais si ça ne suffit pas, il va falloir chercher de l'aide ailleurs, parce que plus je laisse la situation, ou nous laissons, si c'est de l'individuel ou du collectif, la situation se dégrader, et moins il sera aisé de trouver des solutions. Depuis que je travaille sur ces situations-là, je me dis que sans un retour aux valeurs, donc c'est ce que je mets derrière le mot éthique, au sens du travail, nous pourrons toujours construire de beaux dispositifs avec de belles méthodologies. Il y a quand même, il risque d'avoir un manque. Donc, l'éthique pour moi, c'est une façon de considérer le rapport aussi à autrui. Et ça suppose certaines aptitudes à la conciliation et à la création de liens. Si on ne revalorise pas cela dans l'entreprise, les démarches qu'on va mettre en place ne tiendront pas le coup.